de tout faire pour être à ce rendez-vous de l'histoire, en garantissant bien évidemment la transparence et la crédibilité de tout le processus. Que dire alors des médias qui sont partenaires de ce processus et à qui ce séminaire est consacré? On a vu à travers l'histoire, notamment politique du Togo, que si les médias, pour ne pas dire la presse, a joué un rôle important, que ce soit dans la décolonisation ou dans le processus d'apprentissage de la démocratie dans lequel nous sommes inscrits, on est tous d'accord que aujourd'hui et de plus en plus, les médias ont un rôle très important et notamment dans la diffusion des informations. Et le commentateur le disait, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit déverser toutes formes d'informations. Il va donc s'agir pour vous de faire extrêmement attention dans un contexte sécuritaire assez préoccupant, de s'assurer que les informations que vous diffusez sont des informations vérifiées et dont la véracité, on va dire, est prouvée. Faire en sorte, puisqu'on parle de déontologie et de l'éthique, d'être assez professionnel, même si on est tous d'accord que chaque organe a sa ligne éditoriale. Mais au-delà de la ligne éditoriale, c'est le professionnalisme dans l'interprétation des faits qui est le plus important. Je ne voudrais pas donc conclure en ne remerciant pas la CENI pour l'organisation de ce séminaire et l'invitation qui m'a été faite, et pour dire que le découpage, même à l'époque coloniale au Togo, était aussi contesté comme il est aujourd'hui. Le plus important, c'est que nous organisons des élections crédibles et que chaque acteur fasse sa partition. Donc, joue sa partition. Togolais, bien, partition la cité, je vous remercie. S'il vous plaît, je demande encore aux présenteurs pour déjà cette présentation riche d'enseignement, d'information et d'histoire. Alors, que dirais-je? Tellement dense et riche, je ne sais pas par où commencer. Mais j'irai à l'essentiel. D'abord, l'orateur nous a permis de savoir dans quelle société nous vivons aujourd'hui. Donc, les sociétés démocratiques caractérisées essentiellement surtout par les élections et qui constituent la marge des sociétés démocratiques. Et ensuite, nous a rappelé sommairement le développement de ce processus électoral, comment ça se passe également, ça va se passer. Ensuite, revenir sur l'historique même des élections dans notre pays depuis 1946, en passant par 1961, 72, 91, 1992, avec la conférence nationale, et surtout sur les aspects liés à la naissance même d'une structure indépendante à partir de 2002, partant des discussions du dialogue de 2019. Et l'orateur a également fait cas de la composition de la série depuis sa création et surtout aujourd'hui avec les améliorations qui ont été constatées, sa composition paritaire, y compris la participation de la société civile au sein de cette nouvelle institution. Et insister aussi sur les prérogatives de la CENI
surtout, qui doit, au-delà de superviser, d'organiser, de superviser les élections, la CENI doit veiller et garantir la transparence et le caractère libre de ces élections, et pour éviter toute situation au préjudice irréversible pour notre pays. Il a surtout insisté sur les enjeux et défis de ces élections du 13 avril 2024 à venir, notamment les élections couplées, les élections législatives et régionales que nous n'avons jamais vues, donc des élections couplées. Une première fois. Aussi, autre chose qui constitue une première fois, les élections régionales, et qui sont très capitales pour notre pays pour parachever le processus de décentralisation entrepris par le pays. Là également, mis l'accent, parlant aussi des enjeux, surtout que ces élections constituent un test pour les partis politiques. Aller loin voir une situation de révision générale dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025 et insister sur le constat qui est fait, l'engouement qui est fait autour de ces élections au regard des partis politiques se préparent à y prendre part. Et également, l'orateur est revenu et insisté sur le rôle important des médias dans le cadre d'un processus électoral et le rôle de diffusion d'informations qui doit vraiment aussi également tenir compte du contexte, surtout pour notre pays, le contexte sécuritaire actuel, veiller à ce que les informations à diffuser aussi soient des informations qui n'aillent pas dans le sens de créer d'autres situations de violence. Et également, a beaucoup aussi attiré l'attention des hommes des médias sur également leur contribution à la réussite du processus en cours qui a été enclenché. Donc, voilà, comme je l'ai annoncé au début, c'est tellement dense que je ne pourrais pas tout dire parce que c'est à l'image de la personne elle-même qui est très dense. Je vous remercie et laisse la parole à des compléments d'information. Merci. Nous ouvrons une liste de 7 personnes. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur Guy Mario. Oui. Monsieur Isidore. Élie Bokal. Élie Bokal. un instant, Ambroise. Et cinquième, Joachim. Voilà, nous avons les 5 et nous allons inviter Merci beaucoup, chers amis des médias. Nous allons inviter le premier intervenant, M. Guy Mario, et je voudrais juste indiquer, en prenant la parole, de préciser l'organe de presse ou l'entreprise de presse. Merci. Merci Guy Mario, journal. Merci professeur pour surtout sur l'historique de la CENI et les élections qui ont été organisées peut-être moi avant ma naissance et certainement avant votre naissance, et que les seuls qui ont été sans grande difficulté, sans grande contestation, c'est celle de 1946. C'est l'historique. Mais
Il y a une phrase qui a retenu mon attention lorsque vous parlez de la CENI. La CENI, c'est l'autorité de la neutralité et de l'indépendance. Monsieur le professeur, aussi dans ce que vous êtes, pensez concrètement pour le cas du Togo que la CENI, ou toutes les CENI que nous avons eues, peut avoir cet habillage d'autorité de la neutralité et de l'indépendance. Lorsque nous prenions les dernières années, 34 dernières années, lorsque le Togo a amorcé son processus démocratique, les premières élections qu'on a eues en 1993, c'était les présidentielles. La suite, pour ceux qui, moins de 34 ans, ont des âges avancés, aujourd'hui savent de quoi je veux parler. Ceux qui, dans ces salles, ont 34, 35 ans, ne seront peut-être pas ici. La seule élection, les seules élections qui ont retenu mon attention, c'était en 1994. Il s'agit des législatives qui ont été bien menées au premier tour. Et l'opposition était fortement gagnante. Entre le premier et le second tour, il y avait un climat d'insécurité, il y a eu même un député que je dirais André Griff a été assassiné. On a retrouvé pas trop loin de là où nous sommes en ce moment. Et des discussions ont eu le second tour. Néanmoins, ça s'est bien passé, mais il y a eu des calculs, finalement, du parti au pouvoir s'est retrouvé encore majoritaire. S'il vous plaît, permettez, allez à l'essentiel. Oui, ça c'est l'essentiel. C'est important. Non, le professeur comprend, c'est l'essentiel. Bon, je vais conclure. Est-ce que la CENI est indépendante parce que depuis les 34 dernières années, il y a un seul parti qui gagne toutes les élections présidentielles et législatives, parce que même en 1998, nous avons vu ce qui s'est passé à la mairie de Lomé. Merci. Où il y avait les observateurs. Nous avons retenu l'essentiel. Merci beaucoup. Isidore Akolor, tu expresses ce que dit Mario est très essentiel. Très essentiel, dans ce sens que l'intégrité du vote n'est jamais consacrée au bureau. L'intégrité du vote. C'est la CENI qui doit être en charge de sécuriser les votes et que les résultats des urnes soient proclamés. On a eu tout simplement à entendre ou à voir sur nos petits écrans un président de CENI qui a dit, je cite, il paraît que j'ai mal restitué. Ma question, je vous remercie pour ce rappel historique des élections au Togo, sauf que je ne sais quel organe était en charge du référendum de 1956 qui a consacré le partage du Togo. Si vous avez une idée, je voudrais de savoir ça, parce que dans votre développement, à moins que je sois distrait, vous n'avez pas fait. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Nous allons au troisième intervenant. Merci, je suis Bota de Radio Cosette. Alors, professeur, je voudrais, comme mes prédécesseurs, vous dire félicitations pour cette première communication. Je suis toujours fier de vous, je l'espère, parce que j'ai été votre étudiant. Alors, professeur, quand on regarde un peu le parcours historique portant sur les élections dans l'histoire politique du Togo, on a l'impression de dire que on nous a imposé la culture du vote. Et quels que soient les organes
que ce soit administratif ou ce qu'on a aujourd'hui, la Commission électorale nationale, qui est devenue Commission électorale nationale indépendante, on n'a pas toujours confiance en ces institutions qui organisent les élections. Ce qui témoigne des contestations qu'on note. Pensez-vous, professeur, que l'Afrique, ou le Togo en particulier, nous arriverons à intégrer le vote comme cela se doit en termes de démocratie? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami. Actuellement, Jean-Blanche. Bonjour, merci pour la question. Présentez Bon, moi, je viens du Troisième, journal du Troisième. Alors, monsieur Benjamin, je voudrais savoir quels sont les éléments qui caractérisent l'indépendance d'une CENI. Et qu'en est-il de votre CENI? Alors, deuxième petite question. Quelles sont les prérogatives de la CENI en rapport avec la loi électorale? Parce que je me réfère juste au gouvernement qui a fixé les motions et est allé sur les terrains qui, à mon sens, ne devraient pas être juge et parti. Donc, quelles sont les prérogatives de la CENI en rapport avec la loi électorale? Merci beaucoup. Dernière intervention. Monsieur Jean-Charles. Merci. Je suis Jean-Charles Miti de la ville du Paris. Ma question, elle concerne la CENI hautement politique que vous avez mentionné tout à l'heure à partir d'octobre 2002. Maintenant, depuis un bon moment, on parlait où on évoquait aussi la question de CENI technique. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement différencier une CENI technique de la CENI politique que nous avons depuis lors jusqu'à maintenant? Voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, nous allons laisser la parole au professeur pour cet élément de réponse. Merci, cher frère. Je voudrais m'aventurer dans l'esquisse de réponse aux occupations des uns et des autres, en n'étant pas certain d'avoir toute la lumière sur quelque chose. Je vais visiter l'aîné qui est Mario. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. Quand je préparais ma thèse, il était encore à Lyon et j'étais allé le rencontrer à cette ville. Ceci étant, l'indépendance de la CENI, sa neutralité, son intégrité, sa structure, ce sont les questions qui sont revenues. Je voudrais d'abord préciser que l'indépendance d'une structure, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la commission électorale ou qu'il s'agisse d'une autre structure, son indépendance, il y a l'indépendance théorique et l'indépendance pratique. Mais son indépendance est aussi fonction du contexte national et des acteurs pour lesquels la structure travaille. Et dans ces conditions, on va dire à la limite qu'il est normal que l'on soit encore aujourd'hui à discuter et à débattre de l'indépendance de la structure chargée de l'organisation des élections. Mais je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir, sur la base des erreurs qui ont été commises, corriger et améliorer.
Parce que quoi qu'il en soit, ici comme ailleurs, vous ne pouvez pas sortir d'un processus comme celui-ci sans écueil. Ayons donc la hauteur d'esprit d'apprendre de nos erreurs et de continuer par nous améliorer. Donc voilà ce que je peux dire en lien avec l'indépendance de cette structure chargée d'organiser et de superviser les élections. Je veux dire que le référendum de 56 n'a pas partagé le Togo. Le référendum de 56, bon, j'allais dire qu'il y a 2 élections en 56. Mais puisque vous parlez de partage du Togo, je suppose que vous parlez du référendum. C'est bien ça. Le contexte était celui-ci. Le Togo allemand a été divisé en 2 depuis 1914. Consacré par la Société des Nations après 1919 et confirmé par les Nations Unies à partir de 1945. Contrairement à la partie française, donc le Togo français, qui est resté un territoire autonome, pour ne pas dire indépendant, du Dahomey, même avec la tentative de la fusion entre 1933 et 1936, la partie britannique de 1914 a été intégrée à la Communauté actuelle Ghana. Cette partie a été intégrée à la Gold Coast, a été gérée aussi bien sous le mandat de la SDL que sous la tutelle des Nations Unies comme un territoire associé à la Gold Coast, alors que le Togo français était un territoire plus ou moins indépendant. Pour faire court, à partir de 1946, avec l'émergence des partis politiques, et notamment, il faut le préciser, de la question de la qualité des conférences, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont pris des positions vis-à-vis du Togo britannique. Et la question en 1956 était la levée de la tutelle ou non de la Nation Unie sur le Togo français, et puis justement régler définitivement la question du Togo britannique, parce qu'à l'intérieur du Togo, il y avait que 2 franges, certaines qui parlaient d'une indépendance d'un territoire réunifié, et d'autres qui estimaient qu'il faut aller progressivement vers l'intégration. Et c'est dans ce contexte que le référendum a été organisé dans la partie anglophone du Togo, dans ce que nous appelons le Togo britannique, pour voir est-ce que les Togolais britanniques souhaitaient être rattachés au Togo français, au Togo, à la Gold Coast, ou voulaient-ils être un territoire indépendant. Or, la perspective de l'indépendance de la Gold Coast du Ghana était déjà en marche. Après que, à partir de 1951, Kwame Nkrumah ait les pleins pouvoirs de la gouvernance du territoire italien, et donc très rapidement, alors qu'au Togo français, il n'y a pas eu une véritable campagne de mobilisation autour de cette question, en Gold Coast, les politiques se sont véritablement impliqués, et en définitive, le résultat du référendum montre que, de façon majoritaire, ceux qui ont voté pour leur rattachement à la Gold Coast étaient plus nombreux que ceux qui ont voté pour leur rattachement au Togo français. Maintenant, c'est vrai que l'interprétation des élections n'a pas été la même au Togo qu'au Cameroun, qui avait connu la même situation. Bon, et est-ce qu'on peut avoir confiance au vote, etc., etc.? Oui. Vous voulez remplacer quoi par le vote? Si vous n'avez pas d'alternative, continuons par améliorer le processus. Les prérogatives de la série, inutile de revenir là-dessus, tout le monde connaît les prérogatives de la série. Et peut-être qu'il faut aussi ajouter que faisons aussi un effort
de nous approprier tous les documents. C'est extrêmement important parce que parfois, nous commentons sur des choses que nous ne maîtrisons pas toujours. CENI technique et CENI politique, je voudrais, en n'ayant pas besoin de réserve, parce que la question est déjà suffisamment bien connue, dire que même en 2017, lorsque il était question, je faisais partie de la commission des réformes institutionnelles et constitutionnelles, il était question de discuter de la question d'une CENI technique ou d'une CENI politique. Les arguments que nous avons entendus de la part des politiques nous ont même refroidi et nous dit dans notre contexte, il faut encore rester sur une CENI politique qu'une CENI technique, parce que les gens nous ont dit que dans ce pays, il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de technicien, et quel que soit celui-là que vous mettrez là-bas, quelles que soient ses compétences techniques, quelle que soit sa neutralité, c'est qu'il sera engagé. Donc il vaut mieux mettre des gens qui sont suffisamment engagés et mieux connus que de mettre des gens. Donc voilà un peu le débat. Voilà un peu le débat. Et donc, vous comprenez que cette question du CENI technique est une question, on va dire, il faut continuer, sur laquelle il faut continuer par réfléchir et voir comment les autres font ailleurs, notamment au Ghana, pour que, même au Sénégal, pour que leur structure chargée d'organiser les élections soit moins contestée qu'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon professeur. Merci. Je pense que le temps est compté et je pense que on va. Peut-être qu'on peut faire une délégation spéciale pour les membres de la CENI. Bon. Le micro. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais juste, c'est pour faire un complément par rapport à ce qu'a dit le professeur. Alors, la CENI technique, au Nigeria, c'est une CENI technique. Nous avons tous suivi l'élection au Nigeria. Au Sénégal, comme il a dit, la CENI n'est pas, n'organise pas un programme, c'est-à-dire que c'est pour organiser avec le ministère de l'Intérieur. Mais la différence du Sénégal, c'est que dans les bureaux de vote, les partis politiques ont leurs représentants. Et chez nous ici, le code le précise. Dans tous les bureaux de vote, les résultats à la fin sont proclamés de façon officielle. Le code le dit. Et le code autorise les candidats regroupant des partis politiques à avoir leurs représentants et à réclamer des souches. La CENI ne fait que collectionner les résultats. Vous avez vu la dernière élection, même des membres de la CENI de l'opposition qui ont suivi la collecte des résultats ne pouvaient pas aller dans le sens où leur parti politique voudrait qu'ils aillent. Parce que tous les résultats arrivent et nous, on ne fait que les envoyer. Alors, je voudrais terminer en disant que, comme il a dit, prenez le code électoral. Le code électoral est une émanation des différentes discussions entre la classe politique. C'est ça qui va à l'Assemblée, qui est légiféré et appliqué par la CENI. Donc, ce que la classe politique décide, quand c'est légiféré, la CENI a pour mission d'appliquer, d'exécuter. Voilà, monsieur ce que je disais que je ne peux pas expliquer. Merci. Merci beaucoup, professeur Kao. Je voudrais remercier le professeur Bachana, remercier également les uns et les autres pour aussi dire que c'est un débat passionnant. Nous pouvons aussi continuer les échanges et rechercher d'autres compléments d'informations auprès d'autres acteurs également.
Donc, ce n'est que le début des échanges littéraires. Je vous remercie. Avec votre permission, nous allons lever la séance. Merci. On applaudit le professeur Bachela et le professeur Monsieur ici. Je rappelle aux journalistes en passant que le professeur Bachela est spécialiste de l'histoire des médias. Et sa thèse est centrée beaucoup plus sur cette thématique. Nous allons passer à une autre communication. Nous allons demander cette fois à M. Issozolam Ali, directeur de la décentralisation au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, la classe. La modération sera assurée par M. Jean-Jacques Pécaud. Il est économiste et consultant en communication. Il est président de la sous-commission communication et relations publiques à la CENI. Et nous allons suivre ça avec assez d'attention. Monsieur Jean-Jacques Pécaud, vous êtes le modérateur. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, monsieur Sidi. Bonjour, chers collègues. Merci d'être présent à cette rencontre qui est très importante pour nous et pour vous dans ce processus qui est doublement historique. Historique parce que c'est la première fois que cette bande de terre appelée Togo créée. C'est la première fois qu'on organise des élections régionales. Et doublement historique parce que c'est la première fois aussi qu'on organise un double scrutin. C'est en ce sens que le panel des conférenciers a orienté les communications sur les différents aspects concernant et la décentralisation en termes de politique et les paramètres de la gestion des territoires par les élus locaux et aussi surtout la connaissance, comme l'a dit le président de la CENI tout à l'heure, des fondamentaux de l'OGE du Togo qu'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Sur ce, la communication axée, comme l'a dit Sylvine tout à l'heure, sur la décentralisation au niveau de la région est assurée par le directeur de la décentralisation. C'est une chance pour nous. Et je lui laisse la parole pour nous présenter cette parole. Je vous remercie, M. Palais, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le président de la CENI, monsieur le secrétaire administratif permanent de la CENI, mesdames, messieurs, chers membres de la CENI, messieurs les responsables des médias et ici présents, je voudrais renouveler mes remerciements à la CENI pour cette initiative et mon invitation pour peut-être faire une introduction qui puisse susciter des échanges avec les responsables des médias qui ne cessent de nous aider et dont nous avons tellement besoin pour faire comprendre et faire avancer le processus de décentralisation au Togo. C'est vrai, comme il a été indiqué, et comme je venais de le dire, ce n'est peut-être pas pour parler de la politique de décentralisation, qui d'ailleurs même est en voie d'actualisation. Et à l'occasion, les médias vont également être associés pour relayer. Mais c'est tout simplement
d'introduire, comme je voulais te le dire, la région en tant que collectivité territoriale dans le processus de décentralisation, en sachant, bien entendu, que, comme nous le disons, les régions constituent le deuxième niveau de décentralisation. En tout cas, c'est la partie par laquelle le Togo a opté. Sinon, l'État existe et les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et après l'État central, quand nous regardons en descendant, naturellement, la région devrait venir avant la commune, si nous avons retenu la commune et la région comme collectivité territoriale. Voilà, donc juste cette introduction, et comme je le sais très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de temps, sinon les journalistes vont orienter beaucoup plus les débats, et donc on répondra. Cela va construire certainement ce qui est attendu, voilà, des journalistes pour nous aider mieux et à communiquer. Donc, si vous acceptez, je voudrais juste rappeler, comme il était question de la politique nationale de décentralisation, pour dire que cette politique fait référence à une approche politique, bien sûr, visant à transférer des pouvoirs et responsabilités. Les compétences sont clairement définies, donc de l'État vers les autorités locales qui sont aujourd'hui les élus communaux et les élus régionaux qui s'y prêtent à Dieu. Après le 13 avril, l'on disposera. La politique donc vise généralement à promouvoir une gouvernance plus participative, à renforcer la démocratie locale et à mieux répondre aux besoins des citoyens à l'échelle locale. Les objectifs de la décentralisation peuvent varier d'un pays à l'autre, mais certains principaux motifs incluent, comme je le disais, améliorer la gouvernance locale, promouvoir le développement régional, renforcer la participation citoyenne, optimiser l'efficacité des services publics. Cela permet de répondre, comme dans tous les pays qui ont opté pour la décentralisation, de répondre à trois principaux enjeux, notamment l'accroissement de l'action, de l'efficacité de l'action publique, en la rapprochant du terrain et du citoyen, en évoquant le principe de subsidiarité et en favorisant les initiatives locales. Aujourd'hui, c'est clair, un pays ne peut être dirigé exclusivement du centre juridique de l'État. Sinon, on va assister à des développements. Nous voyons aujourd'hui déjà même Lomé et les autres localités du pays, pour ne pas aller dans le même sens directement que Jean-François Gravier en 1947, qui pensait déjà de Paris et le désert français. L'approfondissement de la démocratie par le rapprochement des élus et des citoyens. L'exhortation, c'est la démocratie participative, la responsabilisation des élus locaux. Et le troisième enjeu, celui de la réduction des inégalités territoriales et l'aménagement du territoire. Ce qui fait que aujourd'hui, avec la dynamique de la décentralisation, le gouvernement n'a donc pas hésité à opérationnaliser
un mécanisme national de transfert des ressources aux collectivités territoriales dans l'intention donc d'arriver un peu ces disparités qui existent, qui sont parfois même naturelles, qu'on veut corriger un tout petit peu. Et comme ce n'est pas le Togo seul qui se lance dans cet exercice, c'est beaucoup d'autres pays. Et en Afrique, le CGLUA, Cité et gouvernement locaux unis, avec le soutien de City Alliance, utilise des critères, en tout cas 12 critères, mais 10 beaucoup plus liés ou beaucoup plus acceptés dans le cadre de la décentralisation, pour donc évaluer l'environnement que les États créent pour permettre aux collectivités territoriales de fonctionner convenablement et fournir les services nécessaires à la population. Je vais peut-être citer quelques-uns ou juste lister en passant. D'abord, le cadre juridique, le cadre législatif, le cadre constitutionnel. Quand on prend notre constitution ou notre loi, je ne vais pas seulement parler de la loi relative à la décentralisation, d'autres textes de loi également créent des éléments qui intéressent le processus de décentralisation si nous regardons les tests dans le cadre de l'urbanisation. Voilà, ce sont des tests qui contribuent à la mise en œuvre de la décentralisation. Alors, le transfert financier de l'État, comme vous venez de le dire, à travers le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, le FACS, que le Togo a mis en place, le renforcement des capacités des collectivités territoriales, le Togo a créé une agence nationale de formation des collectivités territoriales qui a lancé officiellement ses activités le 25 septembre 2023. La NFCT à Blida. La transparence dans le fonctionnement et la gestion des collectivités territoriales, la participation citoyenne. D'abord, c'est la population. Ce sont des citoyens qui sont élus. Ce sont des citoyens qui dirigent et gèrent les différentes collectivités territoriales qui existent. La performance de ces collectivités territoriales, l'existence ou non d'une stratégie nationale en matière de gestion de l'urbanisation, la prise en compte du genre, notamment les femmes, dans la gouvernance locale. En tout cas, pour les élections communales, nous avons 12 femmes sur 117. Mais je ne parle pas encore des maires, des adjoints aux maires. Alors, donc, ceci dit, comme le professeur le rappelait ici, voilà, le processus de décentralisation aussi au Togo ne date en réalité pas d'aujourd'hui. Déjà depuis 1929, il y a eu déjà la création de la commune mixte de Lomé, 1929. Et après, s'est poursuivi les différentes créations et les différents tests qui donc ont pu contribuer à la mise en place de la décentralisation. Mais on convient tous pour dire qu'en réalité, l'ancrage même est récent avec les élections communales du 30 juin et 15 août 2019, voilà, pour rendre opérationnelles toutes les communes créées pour une communalisation intégrale. Et aujourd'hui, on se prépare pour donc, les élections régionales. Donc, de 1929, on a différents